Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore avec vous pour l'émission Vivement les femmes. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour vos nombreux mots d'encouragement depuis le début et aussi vos suggestions de femmes à rencontrer. Vos appréciations me touchent grandement. Merci. Alors aujourd'hui, je reçois 2 femmes qui tendent la main aux mères en situation précaire et une femme qui a justement bénéficié du service. Alors mes invités sont donc Jessie Charles, infirmière clinicienne au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal et elle a fondé la maison de Déborah. Valérie Larouche est directrice générale de l'organisme de Mères avec pouvoir. Quant à ma 3e invitée, il s'agit de Sabrina Riendo qui va nous faire un témoignage sur son expérience avec l'organisme Mères avec pouvoir. Bonjour Jessie Charles. Bonjour. Bonjour Valérie Larouche. Bonjour. Bonjour Sabrina Riendo. Bonjour. Alors merci à toutes les 3 d'avoir accepté notre invitation. Donc bienvenue à Vivement les femmes. Donc je vais commencer avec Jessie Charles. Alors vous travaillez comme infirmière clinicienne justement au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal et vous avez fondé la maison de Déborah. Puis déjà, j'aimerais savoir pourquoi et qu'est-ce que fait la maison Déborah? Mais en fait, mon Dieu, c'est une grosse question. Juste une petite correction, juste pour saluer mes employeurs. En fait, j'ai fait un passage au CIUS ouest de l'île, mais maintenant, je suis au CIUS nord, nord de l'île de Montréal. Il n'y a pas de problème. Parfait. Peut-être que j'ai eu un petit lapsus en parlant à la recherchiste. En fait, pourquoi la maison de Déborah? En fait, j'ai travaillé justement au CLSC de Montréal-Nord il y a quelques années. Plus précisément autour des années 2013 et 2014. Et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de mamans qui transmettaient cette problématique-là à leurs enfants. Donc, je m'explique. Elles étaient jeunes mères et souvent, je voyais que leurs enfants étaient jeunes parents aussi. Mm-hmm. Et aussi, il y avait une problématique liée à la DPJ. Alors là, je me suis dit, je pense qu'il y a une problématique à travailler, quelque chose qu'on pourrait faire pour ces mamans-là. Donc, et aussi, je suis issue de la communauté haïtienne, donc je me suis dit, OK, j'en ai vu beaucoup aussi là-bas. Mm-hmm. Et chez nous, il y avait la problématique de l'accessibilité aux soins de santé et des soins de services sociaux. Souvent, je voyais que mes jeunes, elles s'accrochaient à moi, mais elles ne voulaient pas aller vers d'autres infirmières ou elles ne voulaient pas non plus aller vers les intervenantes sociales. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose aussi. Et vu que je suis justement préoccupée par cette problématique-là, mon père très jeune m'a vraiment conscientisée par rapport à la race noire et vraiment notre force en tant que communauté aussi. Donc, je me suis dit, on pourrait faire quelque chose pour la communauté de cette manière-là. Et j'ai écouté plusieurs podcasts, j'écoutais aussi des témoignages et j'ai vu que je pouvais faire quelque chose. Donc, ça m'a inspirée, puis je me suis lancée. Cette première, je ne suis pas entrepreneur à la base, mais je suis devenue entrepreneur par force. Je peux dire, c'est la vision qui m'a traînée dans le monde de l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Puis, c'est vraiment ça. Je pense que il y a quelque chose, des fois, on appelle ça un appel. C'est un appel. Oui. C'est vraiment ça, une vocation. Puis, ça m'intrigue un peu. Pourquoi la maison de Déborah, le nom, il vient d'où? C'est une très belle question. En fait, je suis croyante. Oui. Et puis, Déborah, c'était une femme leader dans la Bible. Okay. Alors, je voulais faire d'elle des leaders. Puis Déborah on dit qu'elle était bonne chez elle. Oui. Elle était bonne au niveau de la communauté. Donc, elle était une leader. Elle était une première ministre dans le temps. C'est quelque chose d'avant-gardiste parce qu'à l'époque, c'était des hommes. Oui. Mais elle était la seule juge qu'on appelle. Mm-hmm. Alors, je veux faire d'elle des pionnières, donc des premières à se distinguer dans leur famille. Donc, changer leur paradigme. Fait que ça, c'est gros, là. Oui. Et puis aussi, donc, elle était politicienne, elle était bonne là, puis elle était bonne aussi au niveau ecclésial. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'elle avait des croyances très, très, très ancrées. Puis c'est avec ces croyances-là qu'elle a pu justement amener une paix en Israël, alors que c'était un moment où il y avait beaucoup de guerres. Donc, c'était une femme sage. Okay. Donc, c'est toutes ces qualités-là qui m'ont inspirée chez le personnage. J'avais entendu parler de ce personnage-là, puis je me suis dit,
Ça serait Ouais. très beau pour un nom de maison. Ben, très beau nom. Oui. Donc, je vais poser la question à Valérie Larouche, directrice générale de l'organisme Mères avec pouvoir. Donc, qu'est-ce que fait Mères avec pouvoir? Donc, nous, on est situé dans le Centre-Sud, à Montréal, donc Mhm. tout près ici là, des bureaux. On a 30 logements pour des mères monoparentales qui retournent aux études ou sur le marché du travail. Donc, ce sont des mères qui ont des enfants de la naissance à 5 ans. On offre un CPE, des logements subventionnés transitoires pour 3 à 5 ans pour les mères pour une période donc, de 5 ans, avec une intervenante qui va les accompagner tout au long de leur parcours socio-professionnel. Donc, les femmes retournent aux études, au travail, vont démarrer une entreprise. L'objectif, c'est de, ultimement, à la base, c'est de briser le cercle de pauvreté chez les enfants. Oui. Mais comment? C'est en soutenant les mamans qui voulaient s'épanouir dans leur milieu de travail, dans leur vie professionnelle, donc en ayant la chance d'avoir un logement plus abordable. OK. Donc, on a 30 logements pour les femmes qui vont finir leur secondaire, démarrer une entreprise, faire un DEP. Il y en a qui vont faire une maîtrise, un doctorat. Donc, c'est vraiment leur projet à elles, où est-ce qu'elles vont s'épanouir et transmettre aussi à leurs enfants l'estime de soi, puis la volonté aussi de se dépasser, puis de prendre des décisions pour soi, pour sa famille et de s'épanouir. OK. Donc, Puis, lorsqu'on parle de 30 logements, ça veut dire on parle aussi de 30 femmes? Oui. D'accord. Alors, pour l'année? Donc, les femmes, on a 30 logements pour 30 femmes Mhm. qu'on va accompagner pour 3 à 5 ans. On accompagne OK. les femmes en pré-séjour aussi, avant qu'elles emménagent. En post-séjour, donc les femmes qui vont quitter, on va continuer à garder un lien avec elles pendant un bon moment. On accompagne aussi des femmes qui ne viendront pas habiter à Mères avec pouvoir, mais qui sont monoparentales puis qui veulent retourner aux études. Par exemple, une mère qui habiterait dans un HLM, une coop ou un logement qui est abordable. On ne va pas l'inciter à déménager de façon temporaire. Oui. Mais peut-être qu'elle veut du soutien, appartenir à une communauté, une équipe là, qui va venir la soutenir dans son projet de vie, là, un petit tremplin là, pour une période. Donc, ce qui fait qu'on accompagne environ 50 familles par année pour le moment. Puis là, on a un projet là, qu'on va lancer là, dans quelques jours, là, qu'on va annoncer, là, que je pourrais vous parler. En fait, Oui. c'est qu'on va ouvrir 50 unités supplémentaires dans le Centre-Sud aussi pour accompagner 50 femmes en plus avec un nouveau CPE, donc dans le même secteur. Donc, on est bien fiers là, de pouvoir travailler là-dessus pour accompagner encore plus de femmes parce que l'enjeu du logement, l'enjeu de l'emploi chez les femmes, chez les mères, chez les jeunes mères, chez les femmes de toutes les communautés, c'est vraiment un enjeu dans le centre-ville de Montréal comme partout au Québec, en fait. Là. Donc, nous, on a vraiment décidé d'intervenir, d'agir là, à ce niveau-là. Oui, Donc, c'est un beau développement parce que là, vous serez rendu à 80 femmes. Oui, c'est ça. Oui. Jessie, je sais que vous êtes infirmière clinicienne, puis je me disais, comment que vous faites vos deux rôles? Parce que Valérie Larouche, elle est directrice générale à temps plein, je pense, à l'organisme. Mais vous, comment vous faites? Oui, c'est une bonne question. Bon, mon père, très jeune, m'a élevé à être une personne qui développe mon cerveau de multiples facettes. Donc, j'allais à l'école, je faisais des majorettes, je patinais, j'ai fait du ballet jazz, parce que je suis une grande fan de danse, tout ça. Donc, très jeune, j'ai appris à jongler avec plusieurs rôles. Et je suis aidante naturelle aussi de ma mère. Donc, ouais, j'ai une femme multifacette, on pourrait dire. Puis, au-delà de ça, c'est vraiment... Je vous dis, l'appel est tellement fort que comme... puis, je suis une passionnée. Oui. Je suis une passionnée, ça se sent, là. Je suis une lionne, là. Donc, je lâche pas ma proie tant que je l'ai pas attrapée. Puis, je garde ça, là. Je continue. C'est sûr que ça joue sur la santé des fois. Donc, j'ai eu quelques soubresauts, mais... Au-delà de ça, je pense que la mission, elle est grande. Puis tout ce que Mme Larouche a décrit, puis on a un témoignage vivant ici, c'est ça le moteur. Puis moi, dernièrement, juste une petite anecdote, il y a une de mes mamans, quand je travaillais au CLSC, qui m'a trouvée sur Facebook. Puis c'est une des mamans avec qui, tu sais, le lien, c'était pas facile, mais moi, j'étais genre, je persévérais jusqu'à ce que je puisse percer la coquille puis qu'on garde un lien.
La plus belle chose qu'elle m'a dit, c'était « Je t'oublierai jamais ». Ouais. Parce que tu m'as beaucoup aidé après mon accouchement, puis c'est resté dans ma tête. Parce que je me rappelle que j'avais été chercher une auxiliaire familiale à l'époque, et tout ça, pour venir l'aider. Donc, une auxiliaire familiale, c'est une personne qui peut rentrer. C'est comme une grande tante, une amie, une personne qui peut vraiment aider durant la période postnatale. Puis, si je travaillais fort, c'est une famille, c'était pas facile, de rentrer. Puis je me rappelle, là, vraiment, puis quand elle m'a dit ça, puis elle m'a trouvé sur Facebook, ça m'a déjà... Je sais pas pourquoi, ça faisait quelques années que je pensais à elle, quelques mois que je pensais à elle, puis... fait que là, je me suis dit, waouh, c'est tout un témoignage. C'est la récompense. Ouais, donc c'est ça qui me pousse, qui me drive, c'est l'appel, puis c'est croire que je peux faire la différence dans la vie de ces jeunes mères-là. Puis j'ai vu que je l'ai fait. Il y en a plusieurs qui me suivent. Il y en a qui refusaient d'aller trouver d'autres intervenants. Donc, c'est... Ouais. Nous allons nous arrêter pour une petite pause, puis au retour, on va avoir le témoignage de Sabrina. Dodo, l'enfant dormira très vite. Dodo, l'enfant dormira bientôt. Dors mon poussin, dors mon bébé, ma petite fleur, ma petite fée. Déjà une dent, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'il fout le marchand de sable? Allez, demain, faut être en forme. Maman travaille, elle se défonce. Tu sais, la nuit, y en a qui dorment. Fais comme papa, regarde, il ronfle. Dodo, l'enfant d'eau, on joue à dormir tout de suite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Maman est là, faut pas pleurer. Faut être un bébé bien élevé qui dort quand maman a sommeil et qui me casse pas les oreilles. Tu sais, la nuit, c'est pas prudent. Faut faire dodo, faut faire risette. C'est ce que font tous les enfants qui veulent pas passer par la fenêtre. Dodo, l'enfant d'eau, sinon je te déshérite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Allez ma puce, allez mon ange, c'est la 3e fois que je te change. Pitié pour une mère débutante, mais tu tiens de qui pour être si chiante? Non, non maman, s'énerve pas, mais tu me prends le sein ou bien la tête. Moi à ton âge, j'étais sympa, tu sais ce qu'elle dit, la mère parfaite. Dodo, l'enfant d'eau, espèce d'anti-féministe. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. J'ai dit bientôt, alors maintenant, il faut pas faire mentir maman. C'est pas du tout pédagogique. Tu dors ou bien j'appelle les flics? C'est misérable, je sais plus quoi faire. Je vais tout de même pas te mettre en prison. Ou pire encore, avec ton père sur le canapé du salon. Dodo, l'enfant d'eau, relation mère-fille, père-fille. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. J'ai dit dodo, l'enfant d'eau, crise de nerfs, maman limite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bien. Mon ange, c'est mon portrait. Mais tu dors ou quoi? C'est toi qui dors. Alors, je suis de retour avec mes 3 invités. Jessie Charles, infirmière clinicienne au CIUS du nord de l'île de Montréal et fondatrice de la maison de Déborah. Valérie Larouche, directrice générale de Mères avec pouvoir. Et Sabrina Riendo, qui va nous livrer un témoignage. Alors déjà, Sabrina, donc, vous avez utilisé les services de Mères avec pouvoir. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager votre histoire? Ben, dans le fond, j'ai appris que j'étais enceinte de ma fille à mes 16 ans. J'ai accouché à 17 ans. Ouais. J'ai fait ma demande aussitôt que j'ai accouché de ma fille pour Mères avec pouvoir, qui m'ont rappelé quelques mois après. Mm-hmm. Puis par la suite, j'ai pu éventuellement retourner à l'école, déménager dans mon logement. J'ai beaucoup été entourée par toute l'équipe de Mères avec pouvoir, ce qui m'a vraiment aidée à me sortir la tête de l'eau, si on peut dire. Mm-hmm. Parce que j'ai été toute seule du début à la fin de ma grossesse. Mais j'ai vraiment eu une belle expérience avec Mères pouvoir. Je suis rendue avec un diplôme en administration, soutien administratif au secteur clinique. Oui. Puis là, j'étais en voie de retourner faire un autre DEP. Oui. Puis maintenant, ma fille est rendue à 1 an et demi, puis je vois qu'elle s'épanouit beaucoup dans son milieu de vie, puis ça me permet de rester forte pour continuer à aller aux études, puis pousser encore plus loin. OK. C'est ce que je veux faire. Puis quand vous êtes allé vers Mères avec pouvoir, c'est comment, c'est quoi la voie pour arriver directement
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'organisme? Comment ça se... Moi, dans le fond, j'avais un membre de ma famille qui résidait à Mère avec Pouvoir. OK. C'est ça qui m'a donné la puce à l'oreille sur Mhm. que ça existait, cet organisme-là. Mais autrement, j'ai fouillé un peu sur les réseaux, tout. Puis Mère avec Pouvoir commence à être plus active, justement, à se rapprocher des mères dans Oui. cette situation, comme dans notre situation. Donc, c'est... Oui. Puis, combien de temps vous êtes resté? Ben, j'y suis encore Ah actuellement. oui, d'accord, OK. Ça D'accord. ça a fait un an en Un octobre an, que je suis oui. arrivée à Mère avec Pouvoir. Mhm, OK. Donc, alors, le programme, c'est vraiment d'être là plusieurs années, 3 à 5 ans, c'est Oui, ça? c'est ça. Pour justement permettre d'aller poursuivre les études. Mhm. Puis, est-ce que les mères qui sont à l'intérieur, ils poursuivent leurs études en même temps qu'ils travaillent? Comment que ça se passe? Il y a plusieurs sortes. Il y a certaines mères qui travaillent en Mhm. allant à l'école s'ils vont à temps partiel, mais souvent, étant maman monoparentale, on a nos enfants bien souvent. Donc, travailler du soir, c'est pas toujours possible dans certains cas. Oui. Mais sinon, on est sur les prêts et bourses, on s'arrange avec nos finances. Mais on a beaucoup d'aide aussi des intervenantes de nous aider à trouver vers où qu'on s'en va. Mhm. Puis Mère avec Pouvoir aussi, j'avais oublié de le mentionner, c'est pas juste seulement un retour aux études, ça nous aide à développer en tant que citoyenne, en tant que Exactement. femme. Oui. Puis beaucoup notre confiance en soi aussi, là. Moi, ça a été souvent ça. Avec Mère avec Pouvoir, au début, ils m'ont beaucoup aidé à travailler sur moi, puis ça a été un gros progrès. Mhm. Donc, Valérie, il y a des formations qui se donnent tout le long? Mm. Il y a des formations tout au long. À chaque semaine, on offre des ateliers. Puis comme vous le disiez tout à l'heure, Jessie, tu sais, on travaille beaucoup avec les femmes, puis moi, j'ai jamais l'impression d'aller travailler. Tu sais. Je vais travailler, j'y pense pas, c'est pas une question, c'est pas un enjeu. Je me lève, je fais mes choses, je m'en vais au bureau. Des fois, je veux travailler à la maison, je m'en rends même pas compte, je suis rendue dans mon bureau parce que j'aime ça. Tu sais, on accompagne des femmes incroyables comme Sabrina qui prennent la décision de prendre le risque d'améliorer leur situation, Oui. de briser un peu l'inconfort connu, hein, de déménager avec son tout petit, son bébé dans un logement avec 29 voisines, avec des enfants, tu sais, les intervenantes autour de ça, tu sais, il y a de la vie, il y a de l'action. C'est là. ça. Et presque 2-3 soirs par semaine, il y a des activités pour les femmes et les enfants. Quand c'est juste pour les mamans, on a un petit service de garde à côté. On a des invités qui viennent animer des ateliers. On a les intervenantes qui animent aussi. On a des activités de cuisine, des activités par enfants le samedi, un petit répit les samedis avant midi. Donc, toutes sortes d'activités qui changent à chaque semaine pour permettre à chaque femme de trouver un atelier qui va lui convenir à un certain moment aussi de sa vie. On peut donner le même atelier 4 fois par année parce que chaque femme ne sera pas nécessairement rendue à un sujet, par exemple, le budget. On peut lui donner un atelier sur le budget 3 fois par année, sur les purées ou sur la confiance en soi. Ça peut être un atelier de yoga, d'autorité de parents, de discussion aussi sur le développement, la sexualité. Tu sais, c'est des sujets qui vont être vraiment plus difficiles à aborder ailleurs, puis qu'on va peut-être pas oser nécessairement aborder, puis que les intervenantes vont proposer. Il y a des cafés-rencontres aussi. Puis il y a un groupe d'études qui s'est formé par les femmes, un comité des résidentes. Donc, tu sais, Sabrina le soulevait. Oui, les femmes sont très occupées. Elles ont plein dont les enfants, l'école, les devoirs. Puis, elles viennent aussi de développer d'autres sphères de leur vie là, à travers les activités. Puis dans les suivis aussi avec les intervenantes, c'est pas juste, tu sais, aller travailler, c'est pas juste se lever puis y aller. Oui. C'est prendre soin de soi comme femme, comme maman, comme citoyenne, payer son loyer, faire une épicerie, voir des amis, sortir, connaître le développement de son enfant. Tout ça, ça nous permet d'être disposés, disponibles pour le travail et avoir confiance en soi pour s'impliquer dans un métier qui nous intéresse. Donc, on intervient sur tous ces aspects-là. Vous avez dit payer le loyer. Donc, alors, ce sont des logements qui sont
il faut payer son logement. C'est des logements abordables. Abordables. À prix modique, OK. C'est ça. Donc, nous, on a des logements subventionnés à 25 du revenu. OK. Donc, quel que soit le revenu de la mère, le logement va être à 25 Mhm. Puis même si la valeur du logement augmente avec les années, hein, on le sait toutes, là, que les coûts sont astronomiques, mais pour nous, ça n'aura jamais d'impact. Donc, les femmes, si elles gagnent 12 000 par année, mais ça va être un quart de son revenu. Donc, on s'assure là, de ne pas dépasser le 30 là, qui est le chiffre là, qui serait recommandé là, un maximum pour le coût du logement. Donc, ça permet aux femmes de pouvoir retourner aux études. Parce que quand on paye un logement 1000, 1200, ce qui est même plus farfelu là, comme prix de logement, c'est impossible de retourner aux études avec des prêts et bourses. Ça ne paye pas un logement. Mais quand c'est à 25 du revenu, mais ça permet de pouvoir peut-être quitter un emploi qui ne nous convient pas pour aller étudier dans un domaine là, qui nous intéresse davantage. Oui, tout à fait. Sabrina, c'est ça, vous avez un enfant d'1 an et demi. Comment ça se passe pour le gardiennage, je veux dire, Pour lorsque le vous avez... gardiennage, au début, j'avais une place à mon ancienne école où est-ce que j'allais à Rosalie-Jeté. Et par la suite, j'étais en attente pour avoir une place au CPE directement en bas de chez moi, le CPE du Carrefour. OK. Et maintenant, on est plus tranquille à laisser notre enfant dans une place qu'on connaît. Qu'on connaît, puis sécuritaire. Oui, vraiment. Oui, oui. Puis Jessie et Valérie, je vais m'adresser à Jessie tout de suite. J'aimerais ça vous entendre sur les statistiques de réussite de votre programme, comme vous avez accompagné combien de femmes et puis le taux de réussite et aussi, est-ce qu'il y a des échecs? Bon, c'est sûr. Écoutez, c'est vraiment une grosse question, mais je vais répondre à la question de cette manière-là. Pour moi, juste le fait d'avoir fondé l'organisme, c'est une grosse réussite. Oui. Moi, je peux pas encore dire que j'ai un programme établi. Pourquoi? Parce que pour établir un programme, il faut du financement. C'est ça, oui. C'est pas encore mon cas. Alors, c'est pour ça que je travaille encore. Et puis, mon grand rêve, c'est tout ce que a énuméré. J'ai gobé d'ailleurs chacun de vos mots, Valérie et Sabrina. C'est ça mon rêve. J'ai travaillé au CLSC, oui, c'est ça. Ma réussite, c'est quand à Noël, je réussis à donner des cadeaux à mes mamans, puis mes enfants, puis je les appelle mes enfants, là, parce que j'en ai pas encore biologiques, mais pour de vrai, je les considère comme mes enfants. Donc, je suis une mère de multitude. Quand je les vois sourire avec leurs cadeaux, des fois, c'est pas des cadeaux achetés super chers, hein, mais juste de voir leur sourire, voir des photos, comme pendant la pandémie, je pense que c'est l'année passée, justement. C'est un de mes amis qui est allé distribuer les cadeaux, deux de mes amis qui sont allés distribuer les cadeaux. Oui. Et puis, écoutez, ça a juste mis la joie dans leur cœur. Donc, ma statistique, c'est que j'ai déjà une vingtaine de mamans qui sont suivies. OK. Et en plus, de la psychothérapie offerte gracieusement par une psychothérapeute formée. Pour moi, c'est une très, très, très belle réussite. Maintenant, j'aimerais avoir un programme qui ressemble comme presque textbook à Mère avec pouvoir. D'ailleurs, je les avais vus à Connexion. Connexion, c'est offert par le Centre-Sud, puis ils étaient venus présenter leur programme plutôt. Et ça m'avait vraiment touchée. Et je connais une jeune qui, justement, avait passé à Mère avec pouvoir, qui s'en est très, très, très bien sortie. Bénite pour ne pas la nommer, parce que d'ailleurs, je pense qu'elle est porte-parole pour Mère avec pouvoir. Donc, écoutez, tout ça, moi, ça me fait vibrer. Entendre parler d'un programme comme ça me fait vibrer. Je suis encore embryonnaire, malgré que ça fait 8 ans, mais je pense que je suis plus proche de mon rêve que loin. Et je pense que c'est là qu'on s'en va. Alors, on approche vers ce programme qui va réussir. Oui. Et je sais qu'il va réussir, justement, puisque j'ai parlé de mes réussites au CLSC au sein d'une organisation. Et je me dis, si j'étais capable de faire ça au sein d'une organisation réglementée, etc., je pense que je peux enfanter ce projet. Donc, c'est ça. Puis c'est quand même 20 femmes. Alors, c'est 20 femmes qui ont le support psychologique et accompagnement. Donc, c'est très louable. Surtout que vous travaillez comme infirmière clinicienne. Donc, bravo. Donc, Valérie, c'est ça pour vous la même question, le nombre de personnes? Mais tu sais, bon, Jessie, tu parles de Bénite, puis j'écoutais Sabrina, tu sais, moi, ça me donne des frissons, là, tu sais, il y a pas d'échec, hein. Oui. Une femme,
Toutes les femmes qui sont en action, c'est une réussite en soi. Ce qu'on souhaite, c'est qu'elles accomplissent, où est-ce qu'elles cheminent, puis qu'elles fassent leur chemin, puis qu'elles prennent des risques, puis qu'on soit là pour les soutenir là-dedans. C'est 30% des femmes à Montréal qui sont monoparentales. C'est quand même important. Donc, elles sont en grande majorité à faible revenu aussi. À Mères avec pouvoir, on a une statistique de 85% de réussite. Ce que ça veut dire, c'est que 85% des femmes quittent avec un diplôme ou un emploi. Les 15 autres pourcents, c'est peut-être qu'elles ont obtenu leur diplôme quelques mois plus tard, mais pendant leur parcours, elles ont augmenté leur réseau social, elles ont augmenté leur estime d'elles-mêmes, peut-être réglé leurs dettes. Elles ont vraiment gagné, eu plein d'acquis. Donc, tout ça, c'est des réussites aussi. Hein, c'est vraiment important de le nommer. Donc, on a accompagné plus de 200 femmes là, depuis qu'on est ouvert. C'est sûr que ça fait 20 ans qu'on est ouvert, là, donc ça joue dans la balance. Puis maintenant, on a une équipe qui est plus grande, ce qui nous permet aussi d'intervenir avec plus de femmes. Donc, à chaque fois qu'on ramasse des fonds supplémentaires, pour nous, c'est plus d'intervention. Donc, on est un organisme à but non lucratif. Notre mission, c'est d'accompagner des femmes. Donc, plus qu'on a de sous, plus qu'on intervient de façon intensive avec les femmes, avec un plus grand nombre de femmes et d'enfants. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'on a un impact très concret dans l'emploi, le logement, l'émancipation des femmes et de leurs enfants. Merci, Valérie. Donc, nous allons nous arrêter pour une deuxième pause. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Toujours avec mes trois invités, Jessie Charles, infirmière clinicienne au CIS du nord de l'île de Montréal et fondatrice de la Maison de Déborah, Valérie Larouche, directrice générale de Mères avec pouvoir, et Sabrina Riendeau, qui témoigne des services qu'elle a reçus de Mères avec pouvoir. Jessie, j'aimerais ça vous entendre sur la partie, sur vos femmes qui sont plus en particulièrement multiethniques. Alors, j'aimerais savoir quelle particularité a ce public-là. Écoutez, c'est un gros public. Peut-être statistiquement, on n'a pas de chiffres. Et c'est ça, c'est quelque chose de grave. On n'a pas de chiffres pour nous. Mais j'en discutais justement pendant la pause avec Sabrina. Les besoins sont gros. Pourquoi? Parce qu'on porte des traumas qui sont intergénérationnels. Donc, on parle de l'esclavage, on parle de colonisation pour certains, donc certaines communautés. Et on parle aussi d'immigration. Oui. Et en plus, elles sont femmes, elles sont jeunes. Alors, on fait juste combiner ça, c'est toute une sauce. Et en plus, la chose qui est, on pourrait dire la cerise sur le sundae qui n'est pas très bon au goût, c'est souvent associer la grossesse juvénile ou la grossesse précoce à la honte familiale. Donc, si on associe tout ça, là, faites juste... on compte tout ça ensemble, c'est un gros morceau. Donc, c'est un public qui est très, très, très vulnérable. Et maintenant, on a les migrantes qui sont sans papier. Si on ajoute ça, c'est
c'est une explosion. Et moi, mon cœur déchire parce que je peux pas offrir l'aide que je devrais offrir à ces familles-là. Premièrement, il y en a là-dedans qui ont la barrière de la langue. Il y en a celles qui sont établies ici, qui sont ici depuis longtemps, ont moins ce problème-là, mais ils ont tous les problèmes qu'on a nommés, donc l'intersectionnalité. Alors, c'est un public qui a besoin d'aide. Et donc, moi, je profite de la tribune pour lancer ce cri du cœur. Je le fais pas pour moi, je le fais pas pour paraître bien, je le fais simplement parce que je veux servir une cause. Et cette cause, elle est criante, c'est un problème de société qui dit problème familial, dit problème de délinquance, dit problème de consommation, dit problème de santé, parce que l'accessibilité aux soins de santé et de services sociaux, c'est difficile. Et surtout, le côté prévention n'est pas là non plus. Donc, elles ont besoin de ça. Et le fait que je suis infirmière aussi, je vois l'ensemble de la problématique. Et donc, j'ai eu intervenante pivot dans beaucoup de dossiers. Bon, il faut pas... je voulais pas nommer le mot, mais malheureusement, le racisme systémique existe. Donc, c'est toutes ces barrières-là qui ont besoin d'être cassées et qui d'autres... Bon, je peux pas dénigrer la société d'accueil parce que merci, vous nous avez bien accueillis, mais il y a aussi du travail à faire à ce niveau-là. Donc, je suis quand même bien placée pour ça. Ouais. Alors, pour briser les barrières, et puis c'est un public qui a une problématique accrue compte tenu de tout ce que vous avez nommé. Ouais. J'aimerais ça vous amener au niveau des pères, parce que moi, j'aime toujours, on parle, je veux dire, oui, il y a tous les services pour les femmes, mais il ne faut pas non plus oublier les pères qui sont aussi concernés. Je sais que j'ai vu que Mère avec pouvoir donnait un programme qui s'appelle Relais Pères. Donc, j'aimerais ça vous entendre, premièrement, Valérie, en quoi consiste ce relais et ce programme Relais Pères. Nous, c'est sûr les logements, c'est pour les femmes et leurs enfants. Puis le côté mère est central. On s'appelle Mère avec pouvoir. Là. C'est quand même sans équivoque. Cela dit, les femmes, nous, il n'y a pas de critère d'âge pour les mères. Donc, on a des mères de 17 à 45 ans. Le critère d'âge est vraiment chez les enfants. Mais comme c'est des jeunes enfants, mais souvent la séparation va être récente ou le deuil amoureux, là, si on veut, ou la volonté de se séparer ou peu importe la raison. Bref, il y a eu une séparation qui est récente. Et ça amène plusieurs questionnements aussi, puis une réorganisation, une acceptation aussi de son rôle. Puis bon, souvent les femmes sont en transition à la vie adulte, avec un nouveau parent, donc il y a beaucoup d'enjeux. Donc le rôle, notre programme de coparentalité est vraiment pour soutenir les femmes dans cette transition-là, dans leur rôle de parent. Oui. Et comme le père ou le conjoint, lui, n'habite pas sur le site, il n'y a pas le soutien, là, le réseau de soutien qui s'est fait autour de la maman pour soutenir la mère, pour quelle place laisser au papa ou au nouveau conjoint, comment on articule tout ça. Puis lui, le soutenir pour amener son enfant chez lui, par exemple. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce que ça mange un enfant de 2 ans? Comment ça dort? Donc, notre rôle, comme on le voit, c'est d'accompagner le papa pour créer une plus grande protection donc pour l'enfant, puis permettre aussi à la maman de pouvoir avoir de l'espace, donc rétablir une certaine égalité entre les deux parents. Oui, c'est des mères monoparentales, elles ont la garde de leur enfant. Certaines 100% du temps, d'autres à plus de 50% du temps. Mais quel que soit l'espace, soit si elle a un nouveau conjoint ou le papa qui va réintégrer aussi la cellule familiale, on va les accompagner pour que ça se passe le mieux possible et dans le respect de leurs étapes, comme du rythme qu'elles veulent le faire. Donc, c'est pas une thérapie, c'est vraiment du soutien là, pour faciliter tout ça. Puis, on s'entend que tous les parents vivent ça. Je veux dire, c'est pas parce que les mères sont à mère avec pouvoir que c'est plus dur ou moins dur qu'ailleurs. C'est pas évident de retourner à l'école, travailler avec un jeune enfant. Là. Tous les parents vivent certains défis, mais quand on est seul ou qu'il y a une séparation à travers tout ça et que l'enfant est très jeune, puis bon, que soit les femmes
sont en retour aux études ou en transition dans plein d'étapes de leur vie, d'avoir ce soutien-là pour rétablir de l'équilibre dans la coparentalité. Souvent, ça va être bienvenu. Il y en a qui ne veulent pas parler de ça, ne sont pas rendus là, puis on respecte vraiment ça. C'est vraiment tout ce qu'on offre, nous, comme accompagnement, ça va être volontaire. Volontaire, Puis c'est ça. c'est un choix de venir avec un mère avec pouvoir. Puis si ça les intéresse plus comme programme, elles peuvent quitter. Puis c'est pas plus pire que ça. Tu sais, OK. Puis est-ce qu'il y a des activités de rapprochement comme avec les enfants, père et enfants à l'intérieur de vos programmes? Oui, dans la dernière année et demie, on a eu moins. Mais bon, jusqu'à pendant la pandémie, puis là, ça va reprendre. On fait des activités papa-enfant ou parent-enfant. Parce que des fois, ça va être la mère avec son nouveau conjoint, puis les enfants. Donc, pour vraiment aider à faciliter tout ça. Puis, on fait des partenariats aussi avec d'autres ressources parce que, comme je disais, nous, c'est transitoire. Oui. Fait que quand ils quittent après 5 ans, si toute leur vie tournait autour des services que Mère avec pouvoir offre, c'est lourd, là, à leur départ. Donc, en ayant plein d'ancrage à l'extérieur, par exemple, on travaille avec des infirmières à l'extérieur, des thérapeutes à l'extérieur, des cliniques d'impôts ailleurs. Donc, ça fait que quand elles quittent, elles ont des ancrages un peu partout. Puis en ayant du soutien pour les papas ou au niveau des maisons des familles, par exemple, à l'extérieur, mais ça permet de faciliter la transition aussi. Des ressources, c'est ça. Jessie, vos 20 femmes, est-ce qu'elles sont avec des conjoints ou monoparentales, mais est-ce que la présence du père est quand même autour? C'est un mélange. C'est un beau mélange. Et il y en a là-dedans qui étaient en couple et qui se sont séparés durant leur suivi. Donc, parce qu'elles sont jeunes, hein. Au niveau émotionnel, c'est pas... Quand on se bâtit, trouver le partenaire, c'est pas facile. Et la parentalité fragilise le couple. Même dans les couples les plus solides, on sait que ça peut être problématique. Donc, oui, il y en a qui ont des papas présents et aussi ce mélange des deux. Mais moi, je dirais que la part du père est très importante. Je ne vais pas retourner sur tout ce que Valérie a dit parce qu'elle a tout nommé. Donc, pour moi, c'est ça. Et pour moi, ils ont une part égale, maman et papa. Chacun a son rôle et c'est ce qui fait un ensemble gagnant. Pour un enfant, ça crée une balance, un équilibre. Et malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, c'est ce qui manque. Il manque cet équilibre-là. Puis parvenir à pouvoir mettre des mamans en contact avec des adultes significatifs, donc des hommes qui peuvent être des adultes significatifs pour les enfants, pour moi, c'est extrêmement gagnant. Et j'ai réussi à faire ça dans quelques-unes de mes familles. Et puis moi, je renforce beaucoup le rôle du père dans la famille, dans la cellule familiale. Je n'encourage pas la séparation à part s'il y a danger. Voilà. Rapidement, Sabrina, donc vous utilisez les services, puis un programme comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est très bien. S'ils veulent pas forcer le père à s'impliquer, mais nous offrir des choix si les deux veulent s'impliquer. Oui. Mais moi, je n'ai pas eu à l'utiliser malheureusement. Mais c'est sûr que ça pourrait être une éventualité. Là. D'accord, donc nous allons être de retour après la pause. Le long du quai, les grands vaisseaux, que là-haut l'incline en silence, ne prennent pas garde au berceau, que la main des femmes balance. Mais viendra le jour des adieux.
Toujours en compagnie de mes 3 invités, Jessie Charles, infirmière clinicienne au CIUS de Nord de l'île de Montréal et fondatrice de la maison de Déborah, Valérie Larouche, directrice générale de Mères avec pouvoir, et Sabrina Riendo, qui nous livre toujours un témoignage. Donc, alors, vous offrez des services importants, essentiels. Tout ça ne se fait pas sans financement. Hein? On a effleuré un petit peu rapidement au début l'aspect du financement. Comment, je vous pose la question en premier, Valérie, comment se fait le financement? Et là là. Moi, je dis qu'on est des tricoteuses. Ah oui. Donc, tu sais, je pense qu'il y a... Bon, je suis... Ce que je pense aussi, les femmes, on a un certain talent là, à tricoter ou à aller chercher, à être économe. Puis, C'est vrai. moi, j'ai élevé ma fille seule. Mhm. J'étais vraiment mal pris là, à l'époque. Là, donc, on a aussi ce sens-là du système D, là, je Tout à pense. fait, Là. oui. Fait que j'ai appliqué ça dans mon travail. Là. Donc, on est un OBNL, donc on ne fait pas de profit. Mhm. Le but d'amasser des fonds, c'est d'opérer notre mission. Donc, c'est créer aussi un certain équilibre entre les dons des individus, des entreprises et du soutien du gouvernement. Donc, le financement à la mission. Il y a une grande mode là, pour les gens qui sont habitués là, au monde de la philanthropie là, à financer des projets. Oui. Ce qui est très difficile pour les OBNL parce que ça ne crée pas de pérennité. Il faut toujours essayer d'inventer quelque chose, mais ça ne nous permet pas de développer sur le moyen et le long terme puis de renforcer aussi les expertises qu'on développe. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça du tricotage, pour dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait puis comment on pourrait le voir autrement puis le présenter. Donc, à travers les années, là, pendant longtemps, j'ai fait l'ensemble du développement, de la concertation, des partenariats, du financement, de la gestion des ressources humaines. Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide là, au niveau du financement. OK. Donc, c'est énormément de temps. Ça demande aussi beaucoup de réflexion aussi, de connaissance du milieu. Et malheureusement aussi, ça demande des contacts. Les gens qui sont sur notre conseil d'administration, ça compte. Les gens qui vont dire un bon mot pour nous. Et ça demande aussi de s'impliquer dans notre communauté. Donc, c'est tellement complexe et exigeant d'augmenter le financement. Et tout ça pour répondre à des besoins qui sont criants, qui sont documentés aussi, qui sont concrets. Donc, autant ça peut être frustrant, autant quand on trouve les bonnes personnes, c'est choquant, là, mais tu sais, c'est ça quand même, de se dire, quand on connaît les bonnes personnes, mais ça fait cheminer les projets, puis ça donne de la notoriété aussi pour permettre d'aller chercher encore plus de financement pour les familles là, qu'on soutient. Puis c'est sûr qu'il y a des très grosses fondations. Oui. Donc, il faut aussi cheminer à travers tout ça pour que les gens commencent à nous connaître, parce que si les gens ne nous connaissent pas, bien, c'est sûr qu'ils ne pourront pas nous donner. Donc, c'est toujours trouver l'équilibre entre se faire connaître, faire ce qu'on a à faire. Oui, et puis... c'est ça. Donc, est-ce que vous avez du financement du gouvernement? Oui, maintenant, on a du financement à la mission. OK. Donc, le financement à la mission, ce que ça veut dire, c'est que je n'ai pas besoin d'inventer 56 000 projets. Là, on est financé pour faire ce qu'on a à faire par le programme de soutien aux organismes communautaires. D'accord. Puis, on a quelques petits programmes là, avec d'autres ministères, mais qui sont plus à court terme, donc des projets. Puis on a des fondations aussi privées et familiales, notamment, qui vont soutenir aussi notre mission. Donc, c'est vraiment un jeu d'équilibre là, à travers tout ça et de choisir aussi où est-ce qu'on met notre temps, parce que des fois, faire une demande pour 5 000 $, ça va être aussi long que pour 100 000 $. Ça, c'est vrai. Ouais. On le sait. Et Jessie, vous êtes en recherche de financement dans le local. Exact. Fait qu'on est en train de rentrer dans le monde de l'économie sociale tout tranquillement. On est en train de développer quelque chose. C'est encore embryonnaire, donc on n'en parle pas trop, une petite surprise. Et l'autre chose, c'est vraiment aussi des généreux donateurs, des gens qui croient dans la mission. Puis aussi, on génère des revenus à travers nos activités. Oui. Mais c'est pas quelque chose d'assez substantiel pour financer notre mission. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est sorti de mes poches à moi. Et puis,
Je vous ai dit que c'est une vocation. Mais j'ai hâte que ça sorte du volet vocation, puis que ça puisse être une vision qui soit plus concrète, puis qu'il y ait un programme vraiment bien établi. Ça s'en vient bientôt. Oui. On y travaille très fort, mais c'est toute une job. Non, tout à fait. J'aimerais intervenir Oui. là-dessus, parce que souvent, quand on va parler du milieu communautaire, il y a toujours cet aspect-là, justement, de vocation. Puis, tu sais, ça, au niveau culturel, là, tu sais, ça va être comme le moment de sortir de ça, parce que ça devrait pas être une vocation. Oui, c'est Ça vrai. devrait, les gens devraient pouvoir être rémunérés, justement, pour le travail qui est fait, et non encore, tu sais, aujourd'hui, d'associer le mouvement communautaire avec la vocation. On Oui. peut avoir une vocation, tu sais, être infirmière, c'est une vocation, être enseignante, c'est une vocation, mais on est rémunéré pour le faire. Donc, au communautaire, souvent, ça va être des milieux de femmes. Donc, tu sais, c'est un peu aussi le sujet de base, tu sais, de notre Oui, rencontre oui. aujourd'hui, tu sais. Puis ça, c'est dommage que ce soit encore ça. Puis que quand on répond à un besoin qui est documenté, puis qui est réel, qui est connu, on ne devrait pas avoir à quêter pour soutenir des femmes, puis de dépenser nous-mêmes pour répondre à ces besoins-là. Tu sais, c'est quelque chose qui ne serait pas accepté, je crois, chez les Oui. hommes ou, tu sais, ou Ah non, chez il faut le dire, au bien niveau de sûr. la santé Oui, oui. aussi, des maladies connues. Là, tu sais, donc, il n'y a pas de vocation là, quand on va parler de cancer, par exemple, et tout ça. Donc, tout le monde est rémunéré, là, justement, pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc, Oui. ça ne devrait pas être le cas là, pour Non, ce qui tout est à du fait. communautaire. Là. Puis lorsqu'on regarde, vous êtes deux organisations différentes, mais tu sais, vous avez quand même vous aidez 80 personnes, femmes par année, Jessie 20. Tu sais, ça veut dire c'est déjà une centaine de femmes. Et puis, le besoin, il y a encore les besoins. Donc, On a une alors, liste d'attente. la liste d'attente, elle est longue. Et puis, donc ça doit aller au niveau des oreilles de nos élus aussi, de dire que c'est un besoin. Puis s'il y a des organisations, des femmes qui veulent mettre ça sur pied, bon, il faut pouvoir les aider. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Valérie, au niveau de la vocation. Oui, déjà, on a la vocation, mais être payé pour ça, c'est encore mieux pour bien faire les choses aussi. À part du financement, quel serait actuellement un défi de votre organisation, Jessie? Un défi de mon organisation, c'est le défi structurel. C'est de trouver des gens qui comprennent la mission et qui peuvent vraiment cheminer dans le même sens. Et c'est pas toujours facile parce que c'est pas tous qui ont travaillé dans une structure. Moi, le fait d'avoir travaillé dans une certaine structure, donc je sais un petit peu comment ça peut se passer, mais puis c'est transmettre aussi tout ça, donc c'est pas évident. Et dans le milieu dans lequel je me suis lancée, c'est pas toujours facile non plus. Donc là, maintenant, c'est d'ouvrir mes horizons, puis de voir aussi, penser à la mission et de pouvoir justement trouver des bons éléments pour pouvoir rassembler le casse-tête, en fait. C'est vraiment ça mon plus gros défi. Et aussi trouver les bonnes associations. Oui. Parce que on s'associe, mais des fois, c'est pas tout le monde qui comprend pourquoi ils s'associent. Donc, on n'a pas toujours le même mandat. Donc, faire des entrevues un petit peu comme dans un travail autre que le communautaire, c'est très important pour pouvoir vraiment jauger les intentions et aussi qu'on aille dans le même sens. Pas une personne va dans un sens, l'autre dans un autre sens. C'est comme un peu comme une armée. On doit tous marcher au pas. Oui. Alors, c'est ça. Puis, c'est pas marcher à mon pas, mais c'est marcher au pas de la mission. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et vous, Valérie, quel serait le défi? Bon, Sabrina et moi, on en parlait tout à l'heure. Tu sais, il y a les programmes gouvernementaux, des fois, qui vont nous un peu couper l'herbe sous le pied. Oui. Par exemple, les femmes qui vont retourner aux études, ils vont bénéficier d'Emploi Québec, par exemple. Et quand on est seul avec un enfant, les enfants en garderie, il y a des rhumes, on le sait, toutes sortes de maladies. Et si les mères manquent plus que quelques jours, et c'est vraiment pas beaucoup, la subvention va être coupée, ils vont devoir arrêter leur programme. Donc, ça, c'est une aberration qui nous nuit, en fait, et qui nuit aux femmes qu'on accompagne. Et elles sont très résilientes.
Sabrina disait, ben gars, je vais étudier dans d'autres choses. Moi, j'étais comme, non, c'est ça que tu veux faire. Là. Moi, j'accepte pas ça. Tu sais, puis je comprends quand on est la maman, on est avec notre enfant, là, on veut juste comme que les choses aillent bien, puis on va faire ce qu'on a à faire. Fait que nous, notre rôle comme travailleuse, là, c'est d'être indignée et de travailler là, pour changer les choses. Ça, c'est ensuite de ça, de la pénurie de logements, le coût des logements. Donc, quand les femmes ont de la difficulté à se loger par la suite, on a trouvé un logement adéquat. Et aussi, bon, au niveau du financement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de financement et avec raison pour les femmes en situation de violence conjugale. Oui. Par contre, quand il n'y a pas de logement temporaire, transitoire ou de logement après, bien, il y a beaucoup de femmes qui vont retourner chez des conjoints violents. Donc, s'il n'y a pas d'investissement dans le logement transitoire ou dans des logements abordables, bien, ça ne permet pas aux femmes de se remobiliser, de reprendre le contrôle sur leur vie. Ils n'ont pas de lieu où aller. Donc, c'est trouver aussi un équilibre dans tout ça, sans enlever du financement ou du crédit. Toutes les missions sont importantes, mais d'investir équitablement, puis d'avoir une pensée à long terme, mais pas juste une pensée à court terme. On veut sortir les gens de l'eau, donc on dit, OK, là, enfin, je sors la tête de l'eau, mais s'il n'y a pas de logement après, bon, ben, elle va replonger aussi dans d'autres choses. Donc, tu sais, c'est tout ça, c'est pas juste que nous, on puisse faire notre mission, c'est que toute la communauté, que le système autour aussi soit cohérent, puis puisse... Des ressources pour soutenir les femmes et les enfants par la suite aussi. Oui. Sabrina, donc après l'époque difficile, comme que vous avez vécue avec la naissance de votre fille, est-ce qu'il y a un défi actuellement que vous devez surmonter? Actuellement, oui, c'est surtout via les commissions scolaires. J'ai moi-même été enlevée de mon établissement scolaire à cause que ma fille est tombée malade et que je suis seule. Mais sinon, je trouve qu'on est vraiment bien entouré. Donc, le risque est moins grand en tant que tel que si, mettons, on était en dehors de Mère avec pouvoir. Oui. Puis, rapidement, avant de terminer, Valérie et Jessie, j'aimerais ça vous entendre personnellement. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement de travailler dans ces services? Moi, j'ai un privilège énorme de côtoyer des femmes qui se mobilisent à chaque jour, de voir leurs enfants dans la cour, travailler avec des intervenantes aussi qui sont enthousiasmées de voir l'émancipation des femmes. Bon, comme je disais, moi, j'ai élevé ma fille seule, je suis retournée aux études, j'avais des colocataires avec mon bébé, donc, tu sais, de partager aussi ce vécu-là, pour moi, c'est vraiment enrichissant, puis de voir des femmes qui prennent le pouvoir sur leur vie, c'est un cadeau qu'elles me font, là, vraiment. Puis aussi d'avoir de l'impact concret. Donc, moi, c'est vraiment précieux de partager mes valeurs personnelles avec mon milieu de travail puis de voir des choses qui se passent concrètes. Super. Et Jessie, rapidement? Moi, c'est vraiment force, joie, satisfaction. Puis tout ce qui a été décrit par Valérie, c'est vraiment ça. Et pouvoir apporter quelque chose de concret à ma société. Donc, pour moi, c'est un leg. La Maison Déborah, ça va être un leg. C'est mon empreinte dans ce monde. Je sais pas quand est-ce que je vais partir, mais c'est mon empreinte. Ben écoutez, merci vraiment à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Puis, en tout cas, vous faites un travail admirable. Et puis, merci pour toutes ces femmes que vous aidez. Sabrina, vraiment, merci du fond du cœur pour ce témoignage qui nous démontre vraiment l'essentiel de ces services. Alors, je rappelle que mes invités étaient Jessie Charles, infirmière clinicienne au CIUS du nord de l'île de Montréal et fondatrice de la Maison de Déborah, Valérie Larouche, directrice générale de Mère avec pouvoir, Sabrina Riendeau, qui nous a fait tellement un beau témoignage. Alors, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.